Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo mise à jour où l'on va parler de l'application Stop Covid. L'application Stop Covid vient d'être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre du plan de déconfinement proposé par le gouvernement. Même si elle n'est pas encore disponible, on parle beaucoup de cette application depuis ses toutes premières annonces. Notamment parce qu'elle suscite beaucoup de questions et de craintes concernant son efficacité et la protection des données personnelles. Et vu la difficulté que j'ai eu moi-même à trouver des informations claires sur le sujet, je pense que ça mérite une petite mise au point. Petite précision avant d'entamer, je n'aborderai pas ici les questions purement politiques liées à ce projet. Ça, ce n'est ni mon sujet ni celui de la chaîne, d'autres personnes en parleront bien mieux que moi. En revanche, un sujet que je maîtrise beaucoup mieux, ce sont les différentes techniques liées au web et au digital. Et c'est donc sur un angle résolument technique qu'on va aborder les différentes questions et les craintes les plus fréquentes autour de cette application. Donc, Stop Covid, comment fonctionne au juste cette application? Est-ce un danger pour nos données personnelles et nos libertés individuelles? Voici 8 points à savoir sur l'application Stop Covid. Numéro 1, le contexte. Pour commencer, un peu de contexte. Le contexte global, on le connaît tous, Covid, pandémie, confinement, déconfinement, etc. La saison estivale approchant à grands pas, on sait très bien que les gens vont se remettre à sortir, à partir en vacances et donc à potentiellement repropager le virus. Donc, pour aider à lutter contre ça, on a eu l'idée géniale de faire une application. Le premier qui fait la blague sur Avast Antivirus, il dégage. Une application donc, d'accord, mais pourquoi faire? Eh bien, le principe de base, c'est tout simplement de reproduire le mode de transmission du virus. Si vous transmettez le virus à quelqu'un, c'est donc qu'à un moment donné, vous avez été très proche de lui. Et aujourd'hui, tout le monde a en permanence son téléphone sur soi. Donc, si vous avez été proche de lui, c'est donc que vos deux téléphones ont été proches l'un de l'autre. Et donc, l'idée de base derrière tout ça, c'est donc de se servir du téléphone pour reproduire tous les contacts qu'on aurait potentiellement eus avec le virus. Et ce, même avec des personnes que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire dans les transports en commun, au supermarché, etc. Et donc de prévoir que si demain vous êtes déclaré porteur du virus, pouvoir retrouver ce contact, pouvoir leur envoyer une alerte, les informant qu'ils ont été potentiellement en contact avec le virus, donc pour qu'ils aillent eux-mêmes se faire tester, etc., etc. Voilà, sur le papier, c'est plutôt simple, pas de souci. Sauf que... Numéro 2, ce qui se passe en Europe. Maintenant, on va voir comment ça se passe en pratique. À la base, l'application Stop Covid est une initiative au niveau européen. Mais plus maintenant. Les autres pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie et encore d'autres, ont tout simplement quitté le projet. Ils ont préféré se tourner vers une autre solution que proposaient Apple et Google et qu'ils ont eux-mêmes développée. C'est-à-dire que maintenant, sur l'application Stop Covid, eh bien la France est toute seule. Cocorico. Numéro 3, Google et Apple. Ce sujet-là est un peu plus compliqué, on va pas aller dans les détails. Mais en gros, Apple et Google ont développé leur solution qui permet de faire exactement la même chose. Ils l'ont proposé librement en open source à tous les pays qui voulaient bien l'utiliser. Et la majeure différence qu'il y a entre les deux solutions, c'est que celle proposée par Apple et Google fonctionne de manière décentralisée, alors que l'application développée en France fait le choix de garder un système de serveur central. Une grande majorité des pays européens ont donc préféré la solution proposée par Apple et Google. Tandis que la France est réticente à donner autant de pouvoir sur les données personnelles aux firmes américaines. C'est très résumé, mais officiellement c'est ça. Et donc le principal souci là-dedans, c'est que Apple et Google ayant le monopole sur les stores d'applications de smartphones, ils résistent un petit peu à la solution développée par la France pour préférer la leur. Il y aurait même eu quelques menaces de la part d'Apple de ne pas proposer l'application française sur le téléphone iOS. Alors oui, on pourrait être tenté de se dire que si l'État français décide de quelque chose, les entreprises privées comme Apple et Google n'ont plus qu'à dire oui bien gentiment et à rentrer dans le rang. Sauf que non. Pas du tout. Les GAFAM ont un poids phénoménal sur la scène internationale. C'est-à-dire que même quand le gouvernement des États-Unis essaye de leur imposer des choses, parfois ils répondent juste ça, quoi.
Alors pensez bien, c'est pas pour la France qui maintenant est toute seule contre eux qu'ils vont se plier en quatre. Là, c'est ni plus ni moins qu'une petite guerre de souveraineté pour savoir qui aura droit de regard sur le traitement des données personnelles en France. Numéro 4. L'application est-elle obligatoire ? Non. Sujet suivant. Non. L'application ne sera pas obligatoire. Comme nous l'assure Cédric O. Cédric O. O. A. Cédric O. Le secrétaire d'État au numérique est le porte-parole du gouvernement dans le cadre du développement de l'application Stop Covid. Et là aussi, pas mal de critiques. Comme l'efficacité de l'application repose énormément sur le fait que beaucoup de personnes l'utilisent, le fait qu'elle ne soit pas obligatoire laisse quand même planer quelques doutes à ce sujet. Bon, là je crois qu'il faut quand même relativiser un petit peu. Déjà, si l'application avait été obligatoire, il y aurait eu tout autant, voire plus de critiques à ce sujet. Votre téléphone est votre propriété privée, et à chaque fois que vous installez une application dessus, vous êtes censé y apporter votre consentement éclairé. C'est ce qu'on appelle les CGU. Vous savez, c'est les petits machins là, que personne ne lit jamais. Hein ? Et de toute façon, cette application, encore faut-il que vous puissiez la télécharger. Pour vous qui me regardez sur YouTube, ça va peut-être vous faire marrer. Mais sachez quand même que 25% des Français n'ont pas de smartphone. Et oui, on peut vivre en 2020 sans smartphone. C'est dingue, non ? Sachant que ces personnes-là, il va s'agir principalement des seniors, qui sont la population la plus à risque face au Covid, c'est compliqué. Alors sachant que par la suite, exactement comme pour les masques, rien n'empêche de rendre l'utilisation de l'application obligatoire pour utiliser tel ou tel service. Mais pour l'instant, aucune obligation dans ce sens n'a été annoncée. Mais tout ça donc à surveiller par la suite. Abonnez-vous. Numéro 5. Comment ça marche ? L'application fonctionne via le protocole Bluetooth et ne sera donc a priori pas géolocalisée. L'application ne connaîtra donc pas sa propre localisation et se contentera de détecter les autres applications installées à portée. Ainsi, chaque contact va créer un petit log enregistrant l'identifiant du téléphone, l'heure, la date, etc. Elle gardera donc en mémoire tous les contacts effectués dans une période donnée et, au déclenchement d'une alerte, pourra remonter cette liste de contacts pour prévenir les personnes potentiellement exposées pour qu'elles aillent se faire dépister. Voilà, sur le papier, c'est très simple. Simple oui, sauf qu'il y a déjà un petit souci. Le souci, c'est que le Bluetooth ne permet pas de calculer la distance entre deux appareils. Ce que vous pouvez faire au mieux, c'est calculer le ping, c'est-à-dire la force du signal entre deux appareils. Mais ce signal, il va énormément dépendre de l'appareil sur lequel il est installé. Ça va dépendre de l'appareil, mais aussi et surtout de l'environnement dans lequel il se trouve. Oui, le Bluetooth, ça reste quand même avant tout des ondes radio. On peut pas faire de magie. Et tout ça pris en compte, on parle quand même d'une différence de portée selon les appareils qui varie de 1 à 100 mètres. On peut quand même là se poser quelques questions sur la pertinence des résultats qui vont remonter. Numéro 6. Comment ça marche pour donner une alerte ? Mettons donc maintenant qu'on a notre application qui marche. On a notre liste de contacts qui est maintenant créée. Bon bah très bien. Mettons que demain, vous êtes testé positif au coronavirus. En partant du principe qu'on a des tests qui fonctionnent. Ça c'est encore un autre sujet. Mais mettons, vous êtes testé positif au Covid. Comment ça se passe pour envoyer une alerte ? Je vous le cache pas, c'est très compliqué de trouver une information officielle et claire là-dessus. C'est pourtant un point essentiel dans toute la mécanique, mais vous allez voir, c'est pas si simple. Vous ne pouvez pas de vous-même envoyer une alerte si vous suspectez d'être contaminé. Imaginez le nombre de fausses alertes que ça remonterait. Tout le monde se ferait signaler au moins 10 fois par jour, ce serait le bordel. Et de toute façon, ce ne serait pas possible. Vous ne pouvez pas, comme ça, communiquer avec un appareil que vous avez croisé en Bluetooth il y a 2 semaines. Il faut obligatoirement pouvoir identifier cet appareil et donc qu'il se soit inscrit quelque part. Donc, schématiquement avec cette application, comment ça se passe ? Vous installez l'application. Vous êtes enregistré sur un serveur qui vous donne un identifiant unique. Vous faites votre vie, vous sortez, vous enregistrez votre liste de contacts. Vous êtes malade, vous allez au médecin, en hôpital ou autre pour vous faire dépister. Vous êtes testé positif au Covid. Là, on vous donne un QR code
Vous le scannez vous-même dans votre application, l'alerte est remontée aux autorités sanitaires qui vérifient l'exactitude des données. Là, on va décider si oui ou non on va lancer l'alerte aux autres personnes que vous avez croisées. Les autres personnes reçoivent l'alerte comme quoi elles ont été potentiellement exposées pour qu'elles aillent elles-mêmes se faire dépister. 10 étapes. Pourquoi faire simple? Et encore, techniquement, c'est pas ça le souci. L'algorithme pour faire ça, c'est quand même relativement simple. C'est pas ça le problème. Non, là, la complexité, elle est avant tout humaine. Il faut mettre en place tout un système pour pouvoir délivrer un QR code dans les établissements de santé. Il faut former le personnel pour pouvoir utiliser cet outil. Rien de particulièrement compliqué, mais c'est quand même pas leur métier à la base. Puis, demander aux patients de scanner eux-mêmes le code pour envoyer une alerte. En ajoutant à cela, évidemment, toute l'équipe qui s'occupera de valider ces informations. Eh ben, tous les développeurs le savent, plus on crée d'étapes pour l'utilisateur, plus on a de chances de créer des problèmes. D'autant que là, la cible, c'est pas vraiment des millennials. On souhaite bon courage en avance à la hotline. Numéro 7, un système centralisé. L'application Stop Covid a fait le choix de garder un système centralisé. C'est-à-dire avec un système de serveurs qui vont contrôler l'ensemble des données qui vont transiter. Ce n'était pas le seul choix possible. Apple et Google proposent par exemple dans leur solution un système décentralisé. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne et bien d'autres pays en Europe ont préféré opter pour cette solution. C'est un principe de système sans serveur central, exactement comme fonctionne le protocole Torrent, les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou bien d'autres systèmes encore. Cette solution est considérée comme plus sûre par de nombreuses personnes parce qu'elle évite qu'il y ait une seule organisation qui ait la main sur l'ensemble des données. Elle offrirait donc de meilleures garanties sur la sécurité des données personnelles. Mais attention tout de même, un système décentralisé n'est pas pour autant ni infaillible ni anonyme. Un système centralisé permet juste de faciliter, grandement on va pas se le cacher, la récolte des données. Mais un système décentralisé n'est pas pour autant 100% garant de sa transparence. À partir du moment où vous accédez à un réseau, quel qu'il soit, vous êtes identifiable par ce réseau. Avec plus ou moins de facilité, c'est la seule différence. Et inutile de la ramener en commentaire avec votre VPN. C'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est à qui vous faites confiance pour être identifié. C'est tout. Et ça tombe bien, la confiance, on va aussi en parler un petit peu. Numéro 8, la transparence. La transparence. C'est sans doute la question la plus épineuse soulevée par cette application. Depuis son annonce, plusieurs acteurs du numérique et notamment à la Quadrature du Net ont soulevé de vives inquiétudes sur la protection des données personnelles. L'inquiétude étant de transmettre directement des données personnelles via une application gérée par l'État. En théorie, effectivement, rien n'empêcherait la collecte des données sans en informer les utilisateurs. Du côté des informations officielles, on ne garantit une stricte utilisation de ces données dans le cadre de l'application Stop Covid. L'application étant développée dans un cadre européen, elle est bien sûr directement soumise au RGPD et au contrôle direct de la CNIL. RGPD, CNIL, données personnelles. Si pour vous tout ça c'est du chinois, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur ce sujet. Abonnez-vous. La CNIL a donc bel et bien donné son aval sur ce projet. Mais elle l'a fait un petit peu du bout des doigts avec le peu d'informations qu'elle avait jusqu'à maintenant. D'autres garanties ont été données pour une transparence totale sur ce projet. Notamment, il a été promis de publier l'intégralité du code source pour permettre aux développeurs de regarder comment l'application fonctionnerait. Ce qui a été fait en partie. Effectivement, du code source a été publié. J'ai été un petit peu regarder ce qu'il en était concrètement. Et il n'y a pas grand chose. Il y a bien des fichiers qui ont été mis en ligne. Il y a l'architecture de base de leur fameux protocole Robert. 2-3 bricoles sur le Bluetooth et autres trucs. Mais le truc vraiment sérieux qu'on attendait avec le côté back et le traitement des données, il y a rien quoi. Et visiblement, je ne suis pas le seul curieux à être allé voir et avoir fait le même constat. Et pour l'instant, on n'a rien. Rien du tout. Alors, je peux comprendre que les développeurs aient encore du taf pour terminer l'application. Mais normalement, l'application sort dans moins d'une semaine maintenant.
On nous a promis qu'on allait tout nous montrer, mais pour l'instant on n'a rien. En gros, pour l'instant, on nous a montré une voiture sans le moteur. Voilà. Alors évidemment, on va continuer à surveiller ça et on vous donnera des nouvelles dès qu'on en aura. Abonnez-vous. Mais voilà, pour l'instant, à part de belles promesses, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'ailleurs, news qui vient de tomber, a priori, l'application pourrait même sortir dès ce week-end. Attendons de voir. Alors je me pose pour ajouter une dernière petite news de dernière minute. Il semblerait, selon certaines sources assez crédibles, que quelques failles de sécurité au niveau des données personnelles ont été découvertes dans le code de l'application. N'ayant pas encore accès à la version finale de celle-ci, ce sont des informations qu'il reste encore à vérifier. Mais c'est un facteur supplémentaire pour adopter une certaine prudence. Vous connaissez la chanson, on vérifiera tout ça dans les jours à venir. Donc, bilan de tout ça. Alors, l'application sera-t-elle vraiment utile? Pas utile? Complot? Pas complot? Big Brother? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, l'utilité réelle de cette application, les critiques sont loin d'être terminées. Ce n'est que dans quelques semaines, voire peut-être quelques mois, qu'on pourra éventuellement faire un petit bilan de cette application. Si d'ici là, elle permet au moins d'aider un petit peu dans la lutte contre le virus, ma foi, pourquoi pas? C'est toujours mieux que rien. Quant au début de la surveillance de masse généralisée, c'est une très bonne chose que certaines personnes s'inquiètent des données personnelles. Le grand public étant très peu informé de ce genre de questions, c'est une très bonne chose que des organisations telles que la Quadrature du Net ou autres tirent un peu la sonnette d'alarme sur ce genre de projet. Mais là, concernant cette application, pour vraiment le début d'une surveillance de masse généralisée, il y aurait bien plus simple, bien plus efficace, et surtout avec des outils qui existent déjà. Ça c'est mon opinion personnelle, elle n'engage que moi. Venez donc donner votre propre avis dans les commentaires, ce sera l'occasion d'en discuter un petit peu et peut-être de suivre un petit peu les informations dans les jours prochains. Gardons un œil sur tout ça, et donc moi je vous dis à bientôt pour de prochaines mises à jour.